Bonjour Anthony, bonjour Nicolas. Bienvenue pour cette troisième séquence de table ronde. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Nicolas, Anthony, je vais vous laisser vous présenter. Je voudrais à ce stade-là excuser Stéphane Bossavi, qui au sein de la métropole européenne de Lille est directeur de l'attractivité, de l'action internationale et de l'innovation, et qui malheureusement a été confronté à un impératif professionnel de dernière minute qui l'empêche de se joindre à nous ce matin. Donc, il en est vraiment désolé. D'autant plus que véritablement, tout ce que nous travaillons ce matin est au cœur de ses préoccupations. Et voilà. Donc, nous allons aborder ce sujet du commerce urbain et de la logistique urbaine avec les visions des entreprises et des académiques. Et nous essaierons de compenser, je dirais, la vision des collectivités par rapport en particulier au travail qu'a pu mener Anthony et qui est en prise directe, je dirais, avec les collectivités de manière générale. Donc, ce que je vous propose peut-être en attendant que Charles nous rejoigne, Charles de la société Mobilvia, que vous vous présentiez pour qu'on comprenne bien effectivement les adhérences de vos travaux respectifs avec la thématique du commerce et de la logistique urbaine, s'il vous plaît. Nicolas, par exemple. Oui, bonjour à tous. Alors, donc moi, je suis l'académique, je dirais, de service. Je suis géographe universitaire, maître de conférence donc à l'université d'Artois. Et je travaille plus spécifiquement, je dirais, sur la géographie du commerce, notamment en milieu urbain, ce qui m'amène justement à réfléchir sur ces questions, je dirais, d'interaction que peut avoir la fonction marchande avec les autres fonctions, les autres usages de la ville, d'une part, et d'autre part, la question, je dirais, des localisations. Alors, je ne suis pas du tout spécialisé pour ce qui est de l'entrée du numérique, par le numérique, je dirais, ou l'entraide par la logistique, dans la mesure où, en géographie, on s'intéresse surtout à la dimension spatiale, je dirais, donc forcément, et par conséquent, ceux qui travaillent sur le commerce travaillent beaucoup, je dirais, sur les implantations physiques. Ceux qui travaillent sur la logistique, eux, c'est plus en plus peu, je dirais, travaillent sur le lien entre la logistique, je dirais, et le commerce, dans la mesure où la logistique est davantage ressentie comme quelque chose relevant de la géographie des transports. Bon, bien entendu, il y a des interactions, et notamment les interactions des géographes du commerce sont certainement sur ce point beaucoup plus fortes avec les autres disciplines, marketing, gestion, économie, qu'elles le sont, par exemple, avec la géographie des transports. Alors, voilà, je dirais, pour ce qui est des mathématiques d'études. Alors, lorsqu'on fait le lien, je dirais, entre cette question du commerce urbain, je dirais, et de la ville durable, et d'autre part, je dirais, du numérique, on peut se poser la question, je dirais, du lien qu'il peut y avoir, je dirais, sur le numérique, dans la mesure où ça paraît comme quelque chose de plus virtuel, mais on va voir que ce lien demeure très fort, y compris spatialement. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Anthony, peux-tu également nous présenter ton profil et tes périmètres de réflexion? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Anthony Pupo, je suis chef de projet chez Auxilia Conseil. Donc, c'est une agence conseil qui est basée à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux et Lille, où je suis le seul représentant lillois pour l'instant. Alors, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des collectivités, principalement, même si on travaille un peu avec les entreprises sur une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Chronos. Mais donc, on travaille sur l'énergie-climat, la mobilité, l'économie circulaire, l'agriculture alimentaire, la santé, l'adaptation au changement climatique et nos changements de comportement et bien sûr sur le développement économique donc pour ma part, je travaille spécifiquement sur ces questions. Donc on fait des stratégies d'éco, enfin on accompagne pas mal de PCI dans ces réflexions, aussi des régions. Je crois qu'on bosse aussi avec la région de France sur F3 sur quelques sujets. On fait aussi un projet de monnaie locale avec la métropole de Lille, je crois en ce moment, les collègues gèrent ça. Et donc moi, plus spécifiquement, je suis un ancien directeur de pépinière d'entreprises innovantes et j'ai travaillé aussi pendant quelques années au niveau d'une collectivité, d'une agglomération, sur la thématique du commerce de centre-ville comme de zone. Donc c'est un sujet que je connais plutôt bien et mon profil fait une belle synthèse entre le volet très innovant et numérique
propre start-up et des problématiques de centralité, de centre-ville et alors, plus spécifiquement de commerce pour ma part, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et vous avez effectivement des approches très complémentaires avec celles que développe Nicolas. Donc j'aimerais rentrer directement dans le cœur du sujet en abordant les choses par le haut, si j'ose dire. Pour le périmètre du commerce urbain et de la logistique urbaine, quels sont, selon vous, les enjeux principaux auxquels ce secteur est confronté, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques? Nicolas, peut-être sur cette question qui est un peu chapeau finalement par rapport à la thématique de la table ronde, est-ce que tu peux partager ta vision de ces enjeux effectivement qui pèsent, auxquels sont confrontés commerce et logistique urbaine? Enjeux en termes de durabilité ou d'une façon plus générale? De manière générale. Alors, effectivement. De manière plus générale. On touche à ces trois dimensions, effectivement, je pense que c'est assez étendu. De toute façon, elles sont imbriquées. Pour ce qui est donc des enjeux, je dirais, qu'on peut avoir sur le commerce urbain, alors il y a un certain nombre d'enjeux qui ont été remis, je dirais, en avant de façon très forte par la crise sanitaire et qui ont fait ressortir, je dirais, des débats sur, en gros, des typologies marchandes, l'opposition entre petit commerce et grande distribution, l'opposition entre centre-ville et périphérie, la place à accorder, je dirais, au commerce de proximité, le rôle que peut jouer le commerce en ligne en opposant ou au contraire en auxiliaire vis-à-vis du commerce physique. Il y a aussi cette question liée donc à la dimension sociale, je dirais, de l'emploi dans le secteur marchand, donc, et à sa fragilité supposée. Donc voilà, donc il y a, en gros, on est sur des questions qui sont à la fois anciennes et en même temps très fortement d'actualité. Ancienne dans la mesure où, en gros, l'opposition à un petit commerce distribution, je dirais, n'est pas aussi vieux que le commerce, mais presque, mais est au cœur, je dirais, des débats depuis, en gros, le début des années 1970. Et en même temps, on est sur quelque chose où on est sur un débat qui est quand même, en dépit des multiples actions qu'il y a, qui reste relativement figé en termes d'acteurs. En dépit d'une évolution très forte des pratiques de mobilité, c'est un autre élément important, et notamment dans le cadre de la durabilité des consommateurs, notamment sur les 15 dernières années. On a des consommateurs de plus en plus mobiles qui ont un rapport, je dirais, au lieu marchand qui est de plus en plus difficile à cerner, en ce sens que l'acte de consommation s'inscrit dans des chaînages de déplacement plus complexes, et tout ça, ça a un impact sur les localisations et sur, en gros, les différents acteurs qu'il peut y avoir. Alors, si on décline maintenant en termes de durabilité, forcément, je dirais, il y aura un lien très fort, je dirais, sur le lien entre commerce et mobilité. En quoi l'acte de consommer, je dirais, par les mobilités générées par l'acte de consommer, pose-t-elle problème pour les différents formats marchands, etc. Et là, on va voir que chacun, en gros, a sa définition de la proximité qui l'arrange. Et d'autre part, l'autre élément en termes de durabilité qui est assez mis en avant de façon plus récente, c'est la question, je dirais, de la consommation d'espace. Et là, on est sur quelque chose qui va recouvrir aussi une question logistique, puisqu'on met en avant aussi bien la consommation d'espace pour les zones commerciales périphériques que pour les grandes plateformes logistiques, par exemple. Et l'enjeu écologique, est-ce qu'il s'exprime de quelle manière il s'exprime, je dirais, par rapport à ces questions de commerce, selon toi? Tu as parlé d'adhérence entre la mobilité, effectivement, et le commerce. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont cet enjeu s'exprime? Autre que la mobilité? Oui, absolument. Autre que la mobilité, il y a cette question, je dirais, de la consommation d'espace. Il va y avoir aussi la question, je dirais, de la place de la consommation dite responsable, qui s'inscrit notamment dans les circuits courts, type AMAP, ruche, etc., qui n'existe que justement parce qu'il y a cette mise à distance permise par le numérique. C'est-à-dire qu'on a ici l'exemple type
d'une forme de commerce et de forme de proximité qui n'existe que par la mise à distance du numérique. C'est de ce fait une problématique assez récente, une vingtaine d'années, dans la mesure où justement on aurait peut-être plus les moyens de consommer responsable aujourd'hui, du fait d'une meilleure mise en connexion des producteurs avec les consommateurs, par exemple. Alors, dans la prise de parole précédente de James, nous avons entendu quelques tendances qui sont travaillées dans le cadre des programmes Livetree en particulier. Il nous a parlé d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. Est-ce que ce sont finalement des orientations que tu ressens dans le commerce pour quelque part adresser à la fois ces enjeux écologiques et économiques? Est-ce que ce sont des orientations que tu constates ou que tu étudies et qui, selon toi, est-ce qu'elles peuvent participer à l'atteinte de ces enjeux-là? Oui, ça peut participer. Alors, le problème étant, c'est qu'on a du mal à voir quelles sont, je dirais, l'implication directe des acteurs, je dirais, en termes concrets. On a peu l'impression, parfois, qu'il y a davantage un affichage, je dirais, d'un certain nombre d'enjeux, parce que, justement, cet enjeu de consommation écologique et responsable apparaît comme porteur ou dans l'air du temps, alors qu'il y a encore une certaine contradiction avec un certain nombre de pratiques, notamment les pratiques d'implantation marchande, qui, grosso modo, pour ce qui concerne notamment les grandes surfaces, sont les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Très bien. On abordera peut-être dans la suite de la réflexion sur les modalités pratiques, effectivement, pour faciliter ou garantir quelque part cette appropriation que tu évoques. Donc, on se garde peut-être cette deuxième partie de débat juste après. Anthony, moi j'ai envie de te proposer, puisque tu as une perspective qui est tout à fait complémentaire, la même question finalement sur ta vision des enjeux économiques, sociaux, sociétaux et écologiques qui pèsent sur le commerce et la logistique urbaine à l'instant T. Bien sûr, Pierre, merci pour la question. Alors, c'est vrai que permettez-moi d'avoir une double approche. Donc, vous l'avez vu, on a une approche, nous, aussi à Conseil, très territoire. On bosse beaucoup pour l'échelon territorial, aussi pour des régions, mais voilà, pour des acteurs publics, mais aussi pour des entreprises et aussi des commerçants, artisans de centre-ville. Alors, on a à la fois une vision qui est très stratégique, parce qu'on accompagne les territoires dans ce type de réflexion, mais aussi une vision qui est très pragmatique et opérationnelle, notamment à travers un format qu'on porte qui s'appelle Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, et qui est, alors dites-vous, c'est l'équivalent d'un Startup Weekend, mais dédié à la création d'activités de centre-ville. Et le but, c'est d'aller faciliter l'installation de nouveaux commerçants artisans dans des locaux vacants des centres-villes. Alors, voilà, je vous précise ça parce que ça va aussi influer sur ce que je vais vous dire juste après. Alors, effectivement, pour les questions un peu des enjeux, je pense que je vais prendre sur trois aspects. Un premier, un enjeu économique que je connais bien, ensuite un enjeu social, et plutôt un enjeu écologique pour répondre à la dernière question. Alors, un peu de contexte, vous le savez, il y a les centres-villes de villes moyennes, c'est pas forcément la joie depuis quelques années quand même, donc ça fait suite à ce que tu disais Nicolas. C'est vrai qu'il y a une grosse augmentation de la GSM, c'est quelque chose qui est encore présent, qui tend à diminuer quand même, il y a un vrai changement de paradigme, peut-être vers un recentrage sur les centres-villes. Alors avec la Covid, c'est vrai que la vente à distance a pris quand même une énorme part, dites-vous bien que c'est un marché qui prend à peu près 15% par an, la vente à distance, il devait dépasser les 100 milliards, je pense qu'ils vont les dépasser largement cette année en termes de chiffre d'affaires. Donc, pour réagir un peu, le gouvernement a lancé Action Cœur de Ville, qui date déjà maintenant de 2018. Nous, on s'inscrit pleinement avec le format dont je vous parlais avant dans le cadre de Action Cœur de Ville. Donc, il y a un plan national de soutien au commerce de centre-ville qui intervient sur plusieurs aspects. Là, on va se concentrer spécifiquement sur le côté des vécos, pas forcément habitable, car c'est pas ma spécialité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en centre-ville, il y a un taux de vacances du commerce qui est quand même en augmentation depuis à peu près 2012. C'était à peu près à 7 en 2012. Maintenant, on arrive à des taux sur des villes moyennes qui peuvent aller entre 15 et 30 selon les villes. Donc à partir de 12, dites-vous que l'appareil commercial est en train de se déliter. Donc c'est un vrai sujet en fait pour la centralité des villes. Là on revient un peu sur une notion géographique, hein. C'est que si vous voulez garder une centralité, il y a plusieurs fonctions à cette centralité. Le commerce en est une partie prenante. C'est un peu le moteur de cette centralité. Si vous n'êtes plus en centre-ville pour consommer, il y a cette perte aussi de sens là. Alors
Alors, la vente à distance a aussi créé une logique un peu d'offre beaucoup plus forte que la demande, hein, et c'est vrai que les centres-villes, avec les réalités qu'on connaît, ont un peu de mal à s'en sortir. Donc pour ce premier enjeu qui serait l'enjeu économique, on est certain qu'il y a un effet de corrélation entre ces délitements de l'offre commerciale, cette vacance commerciale, et l'attractivité des territoires. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes qu'on accompagne, le commerce qui va pas bien, c'est aussi lié à pas que le commerce. C'est aussi parce qu'il y a peut-être un taux de chômage qui est plus important que la moyenne. C'est peut-être lié aussi à une vacance de logement, peut-être à une diminution démographique. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur ce commerce de centre-ville, un vrai enjeu d'attractivité économique. Ça, c'est un premier. Donc, le commerce centre-ville reflète un peu la santé économique des territoires. Dans un second temps, l'enjeu qui me semble assez stratégique aussi et très important, c'est l'enjeu social. Bon, vous le savez qu'il y a le vieillissement quand même de la population, et à côté de ça, on a une génération, ce qu'on appelle une génération Z, enfin, on l'appelle pas, ça s'appelle comme ça, qui est née avec les ordinateurs et les réseaux sociaux, et qui a vraiment une façon de consommer qui est totalement différente. Ça nécessite vraiment de repenser la ville à l'usage au prisme de ces nouveaux usages. Il y a un peu une perte de sentiment d'appartenance aussi à la ville. L'achat se fait en ligne, et là, nous, toute l'interrogation qu'on a aussi avec les collectivités, c'est comment on peut réenchanter les centres-villes, comment faire revenir le consommateur en centre-ville. C'est vraiment un vrai sujet. Si vous êtes que c'est qu'un point de retrait colis ou juste, voilà, c'est un vrai sujet. Alors, sur le côté social, il y a aussi une large évolution des modes de consommation. On en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a une consommation citoyenne qui est en train de largement se développer. Alors, on peut parler de bio et de local, mais il n'y a pas forcément que ça. On parlait aussi du numérique, on en reviendra après, mais un des critères d'achat qui est bloquant dans les centres-villes, c'est la fluidité d'achat. Forcément, quand on va sur Amazon, tout est à dispo à volonté, rapidement livré. Ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on travaille avec les collectivités pour voir à quel moment l'expérience d'achat peut être un peu renouvelée, repensée. Alors, on peut parler de théâtralisation, de showroomisation peut-être du commerce au centre-ville. Bref, le commerce évolue, ça c'est certain, évolue face à des modes de consommation qui sont tout à fait nouvelles. Vous le voyez aussi par exemple on en a parlé pendant la Covid, hein, tout le monde est en train de lancer ces plateformes numériques, la livraison est en train de se développer, donc ça questionne énormément sur ces usages et sur la logistique urbaine qui est en train d'être largement repensée. Donc, le commerce doit s'adapter un peu à ce lien intergénérationnel, de s'adapter aux évolutions du commerce de centre-ville. Et alors, un sujet qui nous est très cher, nous, à Auxilia Conseil, parce qu'on est une association qui travaille dans le cadre de cette thématique de la transition écologique, de l'accompagnement des territoires et des populations à la transition écologique. Bien entendu, nous, on pense que les centres-villes sont des incubateurs de solutions innovantes pour repenser la transition écologique. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce qui peut se faire concrètement, mais on pense que la proximité et le localisme, c'est l'avenir un peu des centres-villes, hein, le fait de consommer local, de la création de valeur à l'échelle locale. Et on en a parlé un peu sur l'économie de la fonctionnalité, notamment, ou même sur l'économie circulaire. Nous, c'est un gros sujet aussi qu'on travaille. On accompagne le lancement de ressourceries, on accompagne le lancement de pas mal de sites qui travaillent sur cette économie circulaire, sur la réparation. Moi, j'incite largement les commerçants, quand je les accompagne dans ce format, à intégrer des services de réparation, à intégrer peut-être du vrac. Alors, on parle de réduction des déchets, des circuits courts, voilà, les enjeux de service, de peut-être la livraison à vélo sur le dernier kilomètre. Enfin, c'est tellement de sujets qui, à mon sens, viennent irriguer les centres-villes, principalement le commerce. Mais voilà, trois grands enjeux, et nous, notre vision qui est de dire vraiment il y a une transition qui est en cours dans les centres-villes. L'échelle du territoire, l'échelle des centres-villes, c'est un formidable laboratoire sur ce sujet. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur un volet même très opérationnel, et nous, on le porte avec mon centre-ville, un incroyable commerce. 3-4 chiffres rapidement. Dites-vous qu'on a accompagné à peu près... alors, on a fait 14 éditions à l'heure actuelle, partout en France, dans les villes moyennes, Action de cœur de ville. On en fera 25 l'année prochaine, dont certains dans des villes encore plus petites, donc dans des villes de 2-3 000 habitants. Et on voit que les habitants ont envie, la mobilisation citoyenne, les gens ont envie de soutenir les commerçants, et on part du principe que cette proximité, cette envie, cette solidarité aussi qu'on a pu constater lors de la Covid et des 2 confinements, c'est quelque chose qui a surveillé et à impulser pour la suite. Finalement, Anthony, en parlant de cette
cet enjeu de redynamisation des centres-villes et de l'implication finalement des collectivités dans les actions et dans la gouvernance de tout ça, et un peu dans cette approche en triple hélice qu'évoquait James tout à l'heure, où finalement, au-delà des entreprises et des innovateurs, finalement, la collectivité, l'État, finalement, a un rôle très très clair de collaboration et de gouvernance partagée, effectivement, à l'échelle du territoire. Donc, je suis heureux de voir que ça rebondit finalement sur la prise de parole précédente. Oui, tout à fait. Alors, si tu me permets une petite remarque, alors, faut le savoir quand même que l'État, et que ce soit les maires ou d'autres, se rendent compte maintenant, bon, ils ont quand même été acteurs non négligeables du développement des centres commerciaux. Moi, je veux saluer aujourd'hui le courage de certains maires qui signent des moratoires contre le développement de zones commerciales, sachant qu'en général, c'est des projets qui sont pensés à plusieurs années. Donc, certains maires se retrouvent avec des projets qui les suivent depuis, s'ils ont été nouvellement élus, c'est pas forcément de leur. Donc, il y a un vrai sujet sur l'engagement de ces maires. Et l'État, alors, ils sont en train de lancer, ou ils viennent de lancer Petite Ville de demain, qui est un équivalent de Action Cœur de Ville pour les villes de moins de 20 000 habitants. Bref, ils savent très bien que c'est un vrai sujet qui est au-delà du commerce, qui est lié à la sentiment d'appartenance de ce que fait la France et cette centralité. Si on perd nos centres-villes, nos centres-bourgs, on perd une partie de notre identité. Et je pense que l'État a tout à fait raison. Alors, dans le rôle des collectivités, bien sûr, je parle beaucoup de l'État, mais c'est beaucoup au niveau des villes, avec Action Cœur de Ville, et au niveau alors les régions ont leur rôle à jouer dedans, mais les EPCI et les villes jouent normalement ce jeu-là, notamment avec l'embauche de managers de centre-ville qui viennent un peu mettre du liant là-dedans. J'y reviendrai après sur cette logique un peu de facilitateur, d'animateur. Et voilà, donc ouais, effectivement, les élus mouillent un peu la chemise, on le sait, ça c'est certain. Et je pense que c'est quelque chose qui est favorable. Il faut continuer à l'accompagner. Mais je pense qu'on n'a pas fini de parler de commerce de centre-ville je crois que ce sera un gros sujet des élections futures aussi, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales, complètement. Alors, vous avez commencé à esquisser les enjeux sociaux et sociétaux, mais plus sous l'angle de l'usager consommateur. Anthony, tu as esquissé la question des conditions de travail des livreurs de centre-ville. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres enjeux sociétaux que ceux que nous avons déjà évoqués au niveau du commerçant lui-même, au niveau de la logistique urbaine de manière générale? Ouais, c'est intéressant d'avoir Alors, moi, j'ai essayé de thématiser sur ces trois grandes approches, effectivement. Alors, sur le volet écologique, nous, on essaie d'accompagner aussi les commerçants vers... là, j'ai parlé beaucoup du volet consommateur, mais après, on a aussi un rôle non négligeable des entreprises, des TPE, PME sur ce sujet. Nous, on a lancé une enquête. Alors, je ne l'ai pas dit rapidement, mais Auxilia Conseil fait partie du groupe SOS, qui est un grand groupe européen sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, on a mené une enquête à destination des TPE-PME pendant la crise de la Covid. Il y a de cela quelques mois. C'était à la sortie. On a livré ça à la ministre des TPE-PME à la sortie du premier confinement. On a pu lâcher. Et voilà, il ressort quand même que les entreprises sont un acteur non négligeable dans ce triptyque territoire, consommateur et puis entreprise. Voilà, ils sont hyper importants dans le processus. On parlait d'écosystème local. On pense qu'elles ont un rôle à jouer qui est même sous-estimé à l'heure actuelle. Elles ont, pour quelques chiffres, 94% des TPE-PME jugent que le numérique aura un impact déterminant. On y reviendra après sur leur futur, mais aussi que 60% d'entre elles déclarent vouloir s'engager davantage dans la transition écologique. C'est pas rien. Il y a besoin de les accompagner aussi. Donc, elles ont compris cet enjeu. Je pense qu'elles veulent le pousser. Et alors nous, quelque chose qui nous a fait très plaisir aussi, c'était que 80% de ces TPE-PME se déclarent très attachés à leur territoire. Donc on voit que l'échelle territoriale est importante pour eux et que les mobiliser dans ce processus, on parlait de co-design, design thinking, on est en plein là-dedans. Nous, on le fait sur des formats de hackathon Startup Weekend. On pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est à une échelle de décision et de création d'innovation importante, ce triptyque-là, consommateur, citoyen, entreprise et territoire, acteur public. Donc, Anthony, Nicolas, tu souhaites peut-être apporter un complément de réponse? Je tiens à rebondir, je dirais, sur ce qu'Anthony a dit, notamment sur l'implication d'un certain nombre de maires et d'élus pour défendre effectivement le centre-ville. C'est une prise de conscience qui est relativement récente, mais
parfois, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont en mesure, je dirais, de défendre le centre-ville et en même temps, je dirais, d'enrayer le développement des périphéries marchandes. Notamment parce que les périmètres des intercommunalités, etc., font qu'un certain nombre d'acteurs dans les commissions départementales d'aménagement commercial, etc., ne sont pas dans le périmètre, et parfois le maire de la commune centre ne peut pas faire basculer à lui seul, je dirais, une tendance pour lequel, en général, on a quand même un schéma qui fait que l'ouverture des grandes surfaces, c'est quelque chose qui est relativement facile, en dépit de multiples évolutions des CDAC, CDEC, depuis la loi Royer dans les années 70. Donc, alors, effectivement, aujourd'hui, on a un recentrage qui se fait un petit peu sur ces questions de durabilité, etc. Mais en même temps, je dirais, c'est très difficile, je dirais, pour le maire d'une commune centre, d'à la fois défendre son centre-ville et en même temps, je dirais, d'agir véritablement sur les autres acteurs. Alors, il y a un autre levier, par contre, il y a deux autres échelles qui me semblent un petit peu oubliées. L'une qu'a souligné Anthony, c'est effectivement le fait qu'on ait mis le paquet par Action Cœur de Ville sur les villes moyennes et qu'on ait laissé de côté les petites villes, comme s'il y avait une sorte, je dirais, de fatalisme en se disant de toute façon pour les petites villes on ne veut plus rien faire et la consommation est déjà périphérisée. Et là on a eu la réaction d'un certain nombre notamment de régions, notamment la région de France qui a mené des réflexions sur justement cette transposition du modèle Action Cœur de Ville à l'échelle des petites villes. Et d'autre part, l'autre espace, parce que lui, c'est beaucoup plus ancien, c'est le développement du commerce de quartier, qui, lui, là encore, renvoie à une autre échelle de la proximité, qui a une dimension identitaire très forte aussi, et on a vu que la dimension, et Anthony a bien insisté là-dessus, que la dimension identitaire était une forme très, très importante pour qu'il y ait appropriation du commerce, et donc fréquentation du lieu, d'une façon plus générale. Ce commerce identitaire, notamment dans les centralités dites populaires, notamment dans ces quartiers où, depuis longtemps, je dirais, une grande partie de la population ne fréquente pas, par exemple, le centre-ville. Très bien. Vous avez commencé à esquisser le sujet, je dirais, des moyens pour atteindre ces enjeux. Vous avez commencé à évoquer le levier du numérique. Si on regarde peut-être un peu plus précisément en quoi finalement ce levier pourrait être mobilisé pour atteindre ces enjeux, au sein de mon commerce a un incroyable talent, Anthony, est-ce que tu pourrais illustrer finalement quelle place vous donnez au numérique pour justement participer à cette redynamisation du centre-ville? Oui, bien sûr, Pierre. Alors, ils vont m'en vouloir, mais ils sont pas là, donc c'est pas grave. J'en ai pas encore parlé, mais on est partenaire de Le Bon Coin. Vous connaissez probablement tous, qui est notre sponsor national sur Mon Centre-Ville en incroyable commerce. Je vais vous expliquer un peu de comment un des pure players, on va dire, du numérique français arrive à se retrouver dans un format à destination des territoires et des commerçants. C'est intéressant de voir aussi leur approche et je vous expliquerai comment ils un peu irriguer le numérique comme facteur clé de succès dans le cadre de ce dispositif. Je cite aussi la Banque des Territoires, donc l'État qui soutient aussi de l'expérimentation. Donc on le fait dans comme je vous dis, la saison 2020-21, on est sur 20 villes, dont des villes de Dom-Tom, on va à La Réunion, en Guyane aussi. Pas mal de défis pour l'année prochaine. Alors effectivement, très rapidement, pour vous présenter le concept, Mon Centre-Ville un incroyable commerce, c'est un concours de création d'activités commerciales, artisanales et de services en centre-ville. Sur un format de 36 heures, on va proposer à des porteurs de projets qu'on a préalablement identifiés de venir en fait accélérer leur projet de commerce sur la base d'une méthodologie propre aux startups que je connais plutôt bien, notamment le Lean Canvas, ça va plaire à certains. C'est une méthodologie d'idéation de projet inventée par des Français, adaptée par des Américains et c'est revenu chez nous. Mais ça permet de tester concrètement une idée en la prototypant. Dans le cadre de ce dispositif, donc entre 10 et 15 porteurs de projets vont venir intégrer des locaux vacants qu'on a identifié avec la ville qui semble être le plus adapté à leur future activité. L'objectif, c'est de créer un petit peu la rencontre et donc des coachs du territoire, commerçants en place, experts comptables, banquiers, élus, viennent donner du temps et de l'énergie pour les aider à mener à bien
pendant 36 heures leur projet. Partant de l'idée jusqu'à un pitch oral de 3 minutes qui sera présenté devant les concitoyens et qui amènera aussi à un vote à la fois du public et à la fois aussi d'un jury d'experts composé, vous en doutez bien, par les consulaires, l'assaut des commerçants et les élus de la ville, de PCI, voire région de temps en temps. Alors, Le Bon Coin, on leur a présenté ce dispositif il y a maintenant une bonne année et demie. Et en fait, ils ont un vrai sujet, c'est qu'on le sait tous, c'est bien de faire du... Alors eux, ils sont un acteur du lien social avec cette logique de connecter un peu les gens pour leur... C'est un des plus gros acteurs aussi de l'économie circulaire, parce qu'ils évitent des tonnes et des tonnes de déchets. Et il se posait la question de devenir une entreprise à mission, c'est un peu la mode maintenant, les logiques d'entreprise à mission, et en tant que... Alors, faut vous dire quand même que c'est 29 millions de connexions uniques par mois Le Bon Coin, donc ça en fait un des plus gros sites français, tout confondu en termes de trafic. Et en fait, ils ont voulu nous accompagner dans ce format, en étant un des leaders du numérique, un des licornes françaises du numérique, de venir passer le message que le numérique est essentiel aux activités de centre-ville, notamment les commerçants artisans. C'est juste pas un choix de lutte. Enfin, moi, ce que je conseille en général aux commerçants, c'est de leur dire vous avez au moins un minimum syndical qui est une visibilité. Faut maîtriser votre image sur Internet, même si vous n'allez pas vendre. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que juste aller taper, je sais pas, chaussures Lille. Enfin, si vous n'êtes pas référencé, ça commence à devenir compliqué si vous avez des chaussures, quoi. Voilà, c'est très simple, on ouvre vos coordonnées. Donc, comment dans un programme de 36 heures, on arrive, nous, on part du principe qu'il y a 3 grandes mutations qu'on interroge dans ce format. Donc, on les aide à arriver jusqu'à un business plan, peut-être plusieurs modèles économiques, mais il y a 3 grands enjeux, nous, qui viennent un peu bercer et qui sont challengés dans le concours. C'est le numérique comme un outil, un levier de développement de l'activité et de résilience, ça c'est certain. Ça va s'interroger dans toute l'intégralité du projet, ça va être dans la façon de communiquer, dans la façon de vendre, dans la façon de, même dans le modèle économique, on les invite très largement à intégrer des modèles économiques où ils font une partie en ligne, une partie en physique, où voilà, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le côté passage, fluidité d'achat, il y a un vrai sujet là-dessus. Et alors, nous, il y a aussi la transition écologique comme un vrai cap à tenir, c'est-à-dire qu'on les incite très largement à intégrer du vrac, à intégrer des produits locaux, des produits, alors pas forcément bio, même si on les incite, mais au moins avoir une vraie logique de localisme dans leur produit. On a accompagné, par exemple, à Valenciennes, une boutique qui faisait que du Made in France. Voilà, c'est des choses qui se développent beaucoup. On a accompagné énormément d'épiceries vrac aussi. C'est une vraie tendance de consommation qui est en train de se lancer. Et on a aussi, nous, une dernière échelle qui est l'échelle de collaboration locale de proximité. Dans le format, on les incite plus que très largement à intégrer des associations de commerçants et à faire travailler les collègues autour d'eux, partant du principe que le commerce de centre-ville va pas être juste 10 boutiques l'une à côté de l'autre, mais un vrai linéaire commercial, que dans un centre commercial, pensé et réfléchi de cette façon. Alors, le numérique, à mon sens, est fondamental. C'est plus une question qui doit se poser. Enfin, on voit que toutes les villes sont en train de lancer des plateformes un peu dans tous les sens. Pour conclure ce que je venais de vous dire, c'est que nous, on vient apporter un peu ce volet un peu ingénierie qui, je pense, peut manquer des fois sur ce sujet du numérique. C'est bien de leur donner des plateformes, mais c'est aussi bien de les aider à mettre en place. Et je pense que l'avenir sur ce sujet du numérique en centre-ville, ça sera comment les collectivités vont arriver à accompagner les commerçants en ingénierie pour la mise en place de ces solutions numériques. Alors, extrêmement intéressant. Anthony, tu as beaucoup développé effectivement l'utilisation du numérique pour accompagner l'atteinte d'enjeux économiques. Mais on se rend bien compte que souvent l'enjeu économique, l'enjeu écologique et l'enjeu social-sociétal peuvent être antagonistes, malheureusement. Donc, est-ce que, de manière finalement connexe, est-ce que le levier numérique peut participer à réconcilier ces enjeux qui sont à la base potentiellement antagonistes? C'est une question très compliquée, je pense. Non, c'est une très bonne question qui amène pas forcément à une prise de position peut-être, mais c'est vrai que je pense que c'est pas forcément antinomique, même s'il y a un vrai sujet quand même sur la sobriété énergétique. Enfin, on voit que la consommation de données, ça représente, je crois, plus d'1% des émissions de CO2, donc c'est un vrai sujet quand même, cette sobriété énergétique.
je pense qu'on ne peut pas s'en passer à l'heure actuelle, vraiment, du numérique, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Moi, je pense qu'il peut y avoir deux sortes de numérique, et là, je vais prendre un peu position, mais pour le coup, peut-être sur un numérique un peu bleu, blanc, rouge, ou plutôt un numérique qu'on peut essayer de vouloir responsable, en confrontation à peut-être un numérique, peut-être pas plus américain, mais ce qui est certain, c'est un numérique peut-être qui est moins local et qui dessert peut-être les intérêts les intérêts français, tout au long les intérêts du territoire. Alors, pour vous donner un exemple très, très concret, hein, on surveille bien sûr les GAFA. C'est pas forcément Le Bon Coin étant une entreprise qui paye ses impôts en France, une entreprise qui, voilà, il y avait des valeurs aussi de lien social et un vrai souhait, un cap vers la transition écologique. Je parlais d'économie circulaire avec le fait de consommer. Il y a plus que ça derrière. Mais si juste pour le numérique, je pense notamment pour pas citer Amazon, on était à New York il n'y a pas très longtemps pour animer un événement. On a été visiter un des premiers Amazon Go, qui est un magasin en fait de vente de produits en fait avec votre compte Amazon. Alors éthiquement, j'ai un petit problème de me dire que quand je vais aller chercher mon panier de légumes, un Américain va prendre un pourcentage sur mon panier de légumes qui va au bout de mon quartier. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc numérique, il faut avoir ces éléments-là de contexte en tête. Oui, pour un volet moins, il faut arriver à une sobriété énergétique. Alors moi, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur des thématiques de collapsologie, de décroissance. Bon, on va pas en parler là, mais concrètement, c'est quelque chose quand même qui est intéressant d'avoir en tête. Mais ouais, le numérique, c'est un levier, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Et c'est un moyen qui est très puissant, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et pas de façon. Faut pas que ce soit aberrant, faut pas trop consommer, quoi. C'est un vrai sujet aussi, cette sobriété, quoi. Alors, Nicolas, j'avais envie de t'interroger justement là-dessus et sur l'extension de ça, parce que c'est vrai que quand on met en regard le terme écologie et numérique, il y a souvent des choses qui ressortent, comme l'évoque Anthony, sur la sobriété. Sur la sobriété. Mais ma proposition, c'est que ça n'est pas que ça, et loin de là. Tu as employé tout à l'heure, finalement, les mots-clés de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité. J'aimerais avoir ton avis finalement sur l'impulsion, sur le levier que peut apporter le numérique pour justement développer ces modèles économiques durables qui, je dirais par principe, réconcilient à la fois les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Quelle est, selon toi, cette place du numérique dans ces nouveaux modèles de développement et ces nouveaux modèles économiques qui arrivent pour répondre aux enjeux écologiques ? Alors, premièrement, il y a un élément qu'Anthony sur lequel a bien insisté, c'est qu'en gros, le local a une nouvelle visibilité grâce au numérique. Ce qui, en théorie, va permettre, par le numérique, de renforcer la perte de visibilité qu'il pouvait y avoir au départ par une moindre fréquentation. Donc, on peut dire que la visibilité apportée par le numérique enraye au moins très partiellement, je dirais, la perte de fréquentation des lieux. Le problème étant, c'est que la visibilité n'est pas limitée à l'échelle du local. C'est-à-dire, le problème, il y a du pour, il y a du contre. C'est qu'en gros, un petit commerçant qui va avoir une visibilité sur Internet va vendre au-delà de son périmètre habituel et donc, en gros, va fonctionner à une échelle nationale, voire internationale, certes pour des ventes qui représentent très peu de son chiffre d'affaires, mais de ce fait, ça va générer un certain nombre de circuits logistiques, etc., qui n'auraient pas eu lieu si on travaillait sur du pur local. On voit même que dans des circuits courts, type AMAP ou ruche, on va avoir une offre qui parfois dépasse très largement le local, même si souvent on vous met la production a été faite à tant de kilomètres, etc. Il n'est pas rare d'avoir quelques articles dans l'offre qui nous est proposée qui ont été produits à 500 ou 600 kilomètres. Donc ça, on a ces éléments-là. L'autre élément, si on parlait des GAFA, on a vu là, à travers la crise sanitaire, une forme, je dirais, de récupération du localisme qui peut être pratiquée par les grands acteurs du numérique, les pure players, et notamment les marketplaces. On voit par exemple, je ne sais pas si vous avez vu que le logo de Rakuten a évolué depuis le début du confinement, à savoir qu'il est désormais affublé
d'un petit drapeau bleu-blanc-rouge, on rappelle que Rakuten est un groupe japonais, et e-commerce pour tous. Hein, justement, donc cette mention e-commerce pour tous, qui n'est pas à destination, je dirais, du consommateur, qui est à destination justement des petits commerçants pour lesquels Rakuten, comme d'autres, hein, se propose de devenir le marketplace de référence pour apporter cette lisibilité très vite, hein, qu'ils n'ont pas le temps de penser, hein, au regard, je dirais, de cette question de l'urgence apportée par cette situation de crise. Donc, on a cette possible, je dirais, inféodation qu'on peut avoir, je dirais, du commerce local vis-à-vis de logiques qui sont des logiques de grande distribution. J'ai dit Rakuten, j'aurais très bien pu dire rue du commerce qui fait partie du groupe Carrefour. Hein, donc, on a cette même logique. Hein, ou Amazon, même si Amazon joue moins là-dessus parce que justement, en d'emblée, on l'étiquette comme faisant partie des méchants au même titre que Auchan ou Carrefour, mais on a cette logique, hein, qui fait que l'imbrication des acteurs du numérique qui, eux, jouent à toutes les échelles et des acteurs locaux est très compliquée. Donc, on a cette. Il faut être particulièrement vigilant sur cette forme, je dirais, Alors après, on a des initiatives pour défendre un certain nombre, je dirais, de plateformes locales, des commerçants au sein d'une association de centre-ville, par exemple, etc., qui développent leur propre site. Mais le problème étant, c'est que cette lisibilité apportée, elle reste à créer, et créer une lisibilité sur Internet, c'est quelque chose de particulièrement difficile et qui prend du temps. Alors, je pense que l'équilibre se joue effectivement entre cette complémentarité apportée par le numérique par rapport au commerce physique, dans la mesure où on a vu, notamment dans les années 2000, que les modèles des pure players, hein, c'était quelque chose qui pouvait être très fragile, et qu'en même temps, les commerces physiques qui n'ont pas su passer le virage du numérique, ça a été très fragile. Ça a été très fragile, là encore, dans les années 2000, lorsqu'on a des groupes comme Mime, par exemple, qui avait en gros des enseignes vestimentaires dans tous les centres-villes de France, a disparu parce que, notamment, entre autres, il y avait cette question du numérique qui avait été mal appréhendée. Et en même temps, on a cette question, je dirais, de complémentarité, hein, ce qu'on appelle le multicanal, l'omnicanal, le cross-canal, qui permet justement, je dirais, de commencer un acte d'achat, je dirais, chez soi, de faire du repérage en boutique, d'acheter sur Internet, peu importe en quelque sorte dans quel sens se fait la consommation, du moment qu'elle se fasse. Alors après, reste à savoir, je dirais, quel va être l'impact direct sur un des maillons de la chaîne, à savoir, je dirais, le commerce local, qu'il soit franchisé ou non, par exemple. Merci Nicolas. Tu parlais d'inféodation à certaines plateformes d'envergure internationale. Anthony parlait de mainmise des GAFA sur l'échelle locale. Et finalement, pour dépasser ce genre de choses et quelque part permettre une prise de pouvoir, si je peux dire, des acteurs de la chaîne à l'échelle locale, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, voire les consommateurs eux-mêmes dans une logique C2C. Tu évoquais cette question des plateformes locales. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations du numérique au-delà de ces plateformes locales qui permettraient d'amener des outils de reprise de pouvoir de ces acteurs locaux? Première sous-question. Et deuxième sous-question, pour mettre en œuvre ces outils-là, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les facteurs clés de succès qui permettent justement de garantir cette reprise de pouvoir? Effectivement, le numérique, là, on l'a vu sur le côté très commercial, ça c'est un fait. C'est intéressant, tu parlais d'omnicanal, Nicolas, tu as raison, parce que c'est vrai que l'acte d'achat maintenant évolue énormément. Moi, ce qui me pose vraiment comme interrogation, c'est comment faire venir l'administré, le consommateur en centre-ville. Et effectivement, le numérique peut être quand même assez favorable à ça. Bon. Sortons un peu du champ du commerce, parlons un peu peut-être de politique alimentaire. Là, on est en train de réfléchir avec les collègues, par exemple, sur, tu parlais des différentes chaînes de valeur. Nous, on est en train de se réinterroger sérieusement sur un format où on pourrait venir retravailler la politique alimentaire d'un territoire sur un format assez court pour
toutes les parties prenantes et essayer de pousser quelque chose d'intéressant. C'est un peu les logiques des circuits courts. Sur le numérique, on parle aussi, voilà, il y a quelques expérimentations intéressantes qui sont faites dans le nord de l'Europe, notamment sur la mutualisation. Alors, je pense que le numérique a un intérêt, peut-être pas à l'échelle des commerces en tant que tel, mais peut-être à l'échelle des territoires. Tu parlais d'assauts de commerçants, il y a des postes de managers de centre-ville qui sont en place. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai manque d'ingénierie peut-être à ce niveau-là, ou peut-être que ces compétences hyper spécifiques, tu vois, peut-être d'instagrammeurs, instagrammeuses ou d'autres volets liés au numérique de référencement, de vente, de e-commerce, de livraison aussi, peut-être avec des outils numériques. C'est très difficile à gérer au niveau d'un commerçant seul, mais que s'ils arrivent à mutualiser un petit peu ses besoins au niveau peut-être d'une asso de commerçants, et peut-être le recrutement, comme je disais, d'un instagrammeuse, instagrammeur ou d'autres... En fait, c'est une vraie question sur l'évolution et la création de nouveaux métiers dédiés au numérique sur le territoire et à quelle échelle on les intègre. Est-ce qu'on les intègre, est-ce que c'est splitté en fonction de chaque commerçant qui n'a pas le temps de le faire ou qui ne sait pas le faire, ou est-ce que c'est une vraie question de solutions de start-up un peu nouvelles ou de création de métiers ou de compétences nouveaux à l'échelle d'un territoire, quoi. Tu parlais de manager de centre-ville tout à l'heure, par exemple. Ouais. Donc c'est un vrai sujet alors le numérique et même l'innovation au sens large, je pense vraiment qu'on a un intérêt à booster ça en centre-ville, à expérimenter des solutions, que ce soit des solutions de mobilité, que ce soit des solutions de logistique, de livraison. Je réfléchis un peu à ce que nous on a vu passer aussi sur le numérique. La data, hyper intéressant aussi à travailler. Il y avait une question là-dessus, je crois. C'est vrai que la data, c'est quand même quelque chose de très stratégique aussi. C'est la valeur un peu de ces GAFA. Et il y a un vrai sujet aussi sur l'utilisation de ces données, qui est une vraie ressource, une vraie richesse au niveau d'un territoire. Il y a beaucoup d'expérimentations aussi qui sont menées sur ces sujets au niveau de métropole ou quoi. Donc voilà, il y a pas mal d'enjeux aussi liés à ça, au passage client, donc, et à cette valorisation de ces données, quoi. Nicolas, ton micro est coupé, Nicolas. Voilà, c'est bon. Attendez, je ne sais pas par quel bout rebondir. Est-ce que c'est possible La question était sur finalement l'utilisation du numérique au-delà des plateformes locales qui permettrait d'outiller cette reprise de pouvoir par les acteurs locaux. J'avoue que j'ai pas trop de solutions là-dessus, n'étant pas, je dirais, particulièrement, je dirais, dans ce côté du numérique. Je pense que d'une façon générale, tout ce qui apporte de la visibilité à un espace, que ce soit en rapport avec le commerce ou non, je veux dire, peut servir le commerce et vice-versa. Donc, en soi, je veux dire, tout ce qui est politique de communication, y compris touristique, qui peut être mené sur un territoire, donc participe donc à l'image de marque de ce territoire, y compris vis-à-vis de ses propres habitants. Et c'est ça qui est un petit peu curieux, c'est qu'on a certaines municipalités, par exemple, qui ont en quelque sorte essaient de développer une lisibilité touristique à des territoires qui n'ont pas forcément le potentiel pour, parce qu'ils se disent que touriste égale consommateur, etc. Et que si les retombées touristiques sont parfois médiocres, ça a quand même un impact souvent positif sur les consommateurs locaux, dans la mesure où ça leur redonne une image plus positive de leur territoire, et ça les amène à le voir peut-être autrement, et donc à le refréquenter comme ils le faisaient avant, pour des questions, je dirais, des questions de consommation. C'est-à-dire que lorsque, justement, si on regarde d'un point de vue purement effectif un espace comme espace que de consommation, la périphérie sort toujours gagnante. À partir du moment où un espace est valorisé comme étant autre chose qu'un espace de consommation, la consommation, elle, peut à nouveau se développer dans un cadre plus large. Donc, en soi, c'est pas seulement les consommateurs et puis les acteurs publics qui doivent communiquer sur la consommation, mais tout ce qui participe à la consommation sur un territoire est bon à prendre. Nicolas, un grand merci de rebondir et de reboucler finalement sur les introductions de début de matinée, puisque finalement,
j'avais mis, Françoise surtout avait mis en exergue, cette nécessité de raisonner de manière systémique. Et donc, finalement, ramener la discussion à l'échelle locale au niveau d'un bouquet de services à destination de l'usager, consommateur, citoyen, patient, etc. Je pense que ça a effectivement tout à fait du sens et ça remontre bien de la cohérence, je dirais, de tout le fil conducteur de la matinée. Nous arrivons au bout de cette table ronde en fonction du temps qu'on s'était donné. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par différentes personnes au long de cette petite heure qui vient de s'écouler. Antoine, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de les afficher, s'il te plaît? Merci, Antoine. Anthony, Nicolas, vous les voyez, les questions? Oui. Je vous en prie, si vous voulez bien apporter là. Oui, alors le rôle d'un centre-ville en 2020 et en 2050, je suppose que ça sera à peu près le même, à savoir un rôle de cœur, je dirais, de poumon, je dirais, d'un espace plus global, d'un espace plus large, dans lequel le commerce, par sa visibilité et par l'animation qu'il génère, a nécessairement une place à jouer. Si, de fait, on part du principe que le commerce ne fait plus partie, je dirais, du rôle d'un centre-ville, quel autre rôle disposera, je dirais, de l'attractivité suffisante pour le supplanter? Personnellement, je vois pas. Je veux dire, le rôle culturel, etc., je veux dire, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est difficile, je dirais, de valoriser une identité culturelle d'un lieu, etc., si ce lieu est mort. Or, qu'est-ce qui apporte, je dirais, du matin au soir, je dirais, une forme d'animation? C'est aussi, je veux dire, ces commerces, y compris lorsqu'ils sont relativement peu fréquentés. On a cette question, je dirais, de la mise en vitrine de l'espace urbain qui passe aussi par ce commerce. Très bien, merci Nicolas. Nous avons une deuxième question autour de la dualité périphérie-centre-ville. Et là, peut-être Anthony, une question de Gary. Et peut-être Anthony, là, tu as déjà esquissé dans tes réponses, tu peux peut-être apporter un complément. Ok, je lis la question. Ouais, c'est une vraie question, ça, ce logique centre commerciaux / centre-ville. Il y a quand même une tendance à un peu vider les centres-villes en faveur des centres commerciaux, qui étaient aussi pourvoyeurs d'emploi. C'était un des arguments aussi à l'époque. On en revient un peu sur maintenant une baisse, on va dire, des centres commerciaux qui souffrent aussi, il faut pas croire. Alors, je parle pas avec le Covid qui les a peut-être un fort boostés, mais ils souffrent quand même clairement de la vente à distance. On est sur une logique maintenant de grosses succursales, où le mètre carré maintenant coûte cher et ils essayent vraiment de diminuer la taille, voire des partenariats. Hein, je crois que c'est Darty Fnac ou c'est Auchan et Darty, ou je sais plus qui a fait des partenariats. Donc il y a un vrai sujet aussi pour de mutualisation des mètres carrés qui n'apportent plus d'argent. Donc ça c'est une première chose. Après je me mettrais dans la peau d'un maire de collectivité et c'est vrai que il y a un vrai sujet, on parlait de CDAC tout à l'heure, la marge de manœuvre des élus sur cette question, elle existe, mais elle est quand même assez complexe, assez confuse. Au-delà de signer des moratoires, c'est vrai que, notamment pour parler des loyers élevés peut-être en centre-ville, qui sont un réel frein aussi, par exemple, à l'installation de commerçants, la marge de manœuvre des collectivités est assez faible, mis à part peut-être acheter des locaux et les remettre à la location ou amener à une taxe sur les friches commerciales, parce que certains maires ont le courage politique quand même d'aller taxer peut-être des friches, pour inciter aussi la réouverture de commerce en centre-ville. Les leviers sont assez complexes. Effectivement, certains territoires qui ont vraiment abusé des zones commerciales, je pense que d'ici 15 à 20 ans, ils se poseront quelques questions. Je pense que la dynamique est en train de s'inverser d'une façon ou d'une autre. J'ai pas tous les éléments pour avoir une vision. Voilà, je suis pas devin, hein, mais concrètement, il est vraiment certain que
la question qui est posée là et la question d'avant en fait font écho. Hein. C'est un peu cette logique de centralité, d'envie de créer du lien dans le centre-ville. Je pense qu'avec l'augmentation de la vente à distance qui est pas prête de freiner quand même, peut-être qu'il sera plus intéressant d'aller chercher son colis en centre-ville en même temps qu'aller à la banque, voir le maire ou d'autres services propres à une centralité, que d'aller en zone en voiture. Se pose aussi une vraie question qui irrigue l'intégralité du débat, celle de la transition écologique et des mobilités. L'habitat est une vraie question aussi dans les centres-villes. L'habitat périphérique a amené aussi à de la consommation de commerce périphérique. Il y a des vraies actions qui sont en train d'être poussées sur... c'est une des actions de l'Action Cœur de Ville, enfin, des grandes thématiques en axe sur l'habitat. C'est vrai que voilà, cette logique de voiture, de consommation d'énergie, plus de logements en centre-ville va venir interroger aussi peut-être cette consommation-là. Donc, je te confirme, Anthony, qu'effectivement, cette désaffection vis-à-vis de la périphérie n'est pas liée que à des attaques des pure players, mais il y a aussi une dynamique, et c'est un terme que tu as employé, effectivement, une attente des consommateurs vers une recentralisation des choses sur l'endroit où ils vivent. Nous avons une question complémentaire de Dazar Aden sur la piétonisation des centres-villes. Là aussi, en tant que levier potentiel pour redynamiser effectivement ces centres-villes-là, est-ce que vous avez des compléments ou des remarques là-dessus? J'aurais une remarque, et Anthony aura certainement des choses à compléter. La question de la piétonisation, je dirais, des espaces publics de centre-ville, c'est assez intéressant, je dirais, qu'on se soumette aujourd'hui dans la posture de se présenter comme une solution, je dirais, pour le commerce. Parce qu'il faut rappeler que, je dirais, que les premières opérations de piétonisation dans les années 1980, je dirais, tous les commerçants étaient vent debout contre ce type d'opération. Alors, ça prouve qu'il y a eu une évolution. Ça prouve qu'il y a eu une évolution qui va dans le bon sens. Cette piétonisation, elle va participer effectivement, je dirais, à cette question du changement de paysager et identitaire du centre-ville. Donc, elle apparaît comme nécessaire. Mais elle ne peut véritablement être un levier de développement en termes de fréquentation que s'il y a des véritables changements en termes de pratiques de mobilité. Tant que, je dirais, une grosse partie de la population restera convaincue que c'est quand même beaucoup plus pratique d'aller en périphérie, ça va être difficile, je dirais, de jouer autrement que sur des gens qui sont déjà convaincus. C'est un petit peu le problème, je dirais, de l'amélioration d'un certain nombre d'éléments dans les centres-villes, c'est que ça renforce la fréquentation pour ceux qui y allaient déjà. Et c'est très difficile de faire switcher, je dirais, d'un espace à l'autre, à partir du moment où, justement, il y a cette question de la gestion des mobilités, parce que qui dit piétonisation dit moins de places de stationnement ou parking périphérique, et donc difficile d'emmener si on a des courses un peu lourdes, etc. Donc, autant de discours qui semblent dater des années 70-80, mais qui sont encore présents, notamment pour certains types d'achats. Alors, peut-être que le levier passe aussi par, je dirais, une offre assez différente, notamment en termes serviciels, comme Tony l'évoquait. Ouais, juste peut-être un exemple et puis quelques précisions sur ce sujet. Effectivement, nous, on fait beaucoup de tours de centre-ville de France. En général, c'est rare que les collectivités regrettent de passer à la piétonisation. C'est plutôt un projet, c'est pas facile à mettre en place. Il y a beaucoup il y a encore des commerçants, et c'est là où il y a vraiment peut-être un grand écart entre certains commerçants, entre ceux qui voient un passage voiture égal chiffre d'affaires et peut-être ceux qui utilisent le numérique pour être connus. Donc ça, c'est un premier vrai sujet. Après, il y a sur cette logique un peu de création de liens sociaux, ceux qui sont très voitures en général sont une population qui est peut-être un peu plus vieillissante, sachant que les jeunes, je parle de la génération Z, peut-être un peu plus jeunes, ont des usages du centre-ville qui sont un peu différents. Ils ont un usage qui est presque récréatif. Ils commandent tout en ligne de toute façon, donc il faut bien qu'il y ait un moment et ils voient des gens. Il y a un peu de liens sociaux qui se créent, ils vont boire des verres, etc. Donc le centre-ville devient presque, je dirais pas un parc d'attractions, c'est pas forcément vrai, mais vous voyez un peu la tendance à animer le centre-ville, c'est beaucoup plus vrai maintenant qu'avant. Cette animation existe aussi si c'est un peu un safe space où on peut avoir peut-être pas de voiture ou quelque chose de plus dégagé. On voit beaucoup sur l'urbanisme dans les villes, le côté vert qui revient. La piétonisation, c'est aussi des fois beaucoup de développement. C'est qui fera plus d'arbres bientôt, on est un peu là-dessus, mais il y a des vrais sujets aussi de reverdir les centres-villes, de le rendre un peu plus agréable. Et alors,
bien sûr, la voiture n'est pas à sortir des centres-villes parce que ça répond à des problématiques. Si on parle métropole de Lille, bien sûr que c'est simple peut-être, mais quand on est peut-être sur des territoires un peu plus ruraux, il ne faut pas non plus dire que la voiture ne sert à rien, ce n'est pas vrai, hein, on le sait tous. Et dans des villes peut-être petits bourgs, voire villes moyennes, moi j'ai un exemple à Guebwiller en Alsace, on a fait l'événement là-bas, et donc le maire m'expliquait qu'ils avaient changé juste le sens de circulation, pas forcément arrêter la voiture, mais juste peut-être repenser un sens de circulation plus agréable avec des limitations de vitesse ou juste un changement de montée de la basse ville vers la haute ville. Les commerçants avaient vu leur chiffre d'affaires sur la semaine après la mise en place augmenter de 20 à 30%. Donc, il y a une vraie façon de repenser la mobilité en centre-ville et la place de la voiture. Ça passe par la piétonisation, mais pas que. Il faut que ça réponde vraiment. Il n'y a pas de solution qui se copie-colle de territoire en territoire. Il y a une vraie analyse à faire de voir ce qui se passe et de voir comment les gens consomment, les usages, pour essayer d'adapter cette solution-là. Mais écoute, Anthony, tu as amené des éléments de réponse à la question complémentaire que posait un autre Anthony sur la marchabilité à l'intérieur des centres-villes. Donc, Antoine, si tu voulais bien afficher cette question-là, mais finalement, tu es allé vers cette dimension-là de la réponse assez naturellement, et ça, c'est assez intéressant. Il y a un petit truc que je pourrais rajouter aussi, c'est dans la suite logique de ce que j'ai dit de cette question, c'est qu'en fait, il y a le côté un peu noctambule. Il y a la ville est maintenant beaucoup plus agréable à découvrir le soir, et c'est un vrai sujet aussi pour les commerçants d'animer un peu les vitrines. La façon de consommer évolue, les gens ont tendance à sortir un peu plus tard qu'avant, ou même à faire leurs courses plus tard. Ça pose aussi la question des usages, type les ouvertures tardives de commerce, qu'il faut qu'ils correspondent un peu aux usages. Moi, c'est une à mes fers de bataille à chaque fois quand j'accompagne des commerçants, c'est que je leur dis, mais quel intérêt tu vas avoir à ouvrir de 10h à 16h alors que moi, tous tes consommateurs potentiels sont en train de travailler. Donc, il y a un vrai sujet sur ce côté ouverture adaptée aux usages. Et voilà, donc atelier de découverte, enfin, il y a beaucoup de sujets qui se posent. Et effectivement, là, je parle de mobilité douce, cette marchabilité. Il y a aussi un vrai sujet, nous, qu'on travaille sur Action Cœur de Ville notamment, c'est sur le recentrage, on va dire, de l'activité commerciale en hypercentre. En fait, il y a eu un effet ces 30 dernières années où ils se sont amusés. Ils disent, il y a beaucoup de taux de vacances. D'un côté, il y a toutes les rues autour, même des fois à 500 mètres du centre-ville, qui ont un usage commercial. En fait, je vais pas dire que c'est une erreur, ça pouvait peut-être correspondre à l'époque à un vrai sujet, mais on a une vraie tendance, nous, à recentrer maintenant dans 3, 4, 5 rues vraiment qui irriguent peut-être la place du centre-ville. Et là, on vient, on va dire, un peu adapter l'appareil commercial aux vrais usages qu'on en fait. Donc, il y a un vrai aussi sujet de requalifier un peu des logements peut-être qui étaient dans anciens commerces. Voilà, donc dans cette marchabilité, il y a à la fois la connexion du centre-ville avec l'extérieur, la périphérie, et aussi ce côté, voilà, il faut que ça soit très centralisé. Okay, voilà. Je pourrais en parler encore pendant quelques temps, mais c'est un sujet passionnant. J'ai l'impression qu'on a perdu Pierre, qu'il a dû y avoir un petit problème. Je suis vraiment désolé, ma connexion a eu quelques velléités pendant 10 secondes. Nous avons une dernière question sur l'implication des citoyens que j'entends comme étant pas simplement une implication opérationnelle pour aider à développer des modèles, mais peut-être aussi dans le processus de décision sur les services qui doivent être fournis. Enfin, je vous laisse lire la question, mais j'aurais presque envie d'étendre cette question-là à la question de la gouvernance, finalement, de la constitution du bouquet de services. Tout à fait. Alors, Nicolas, si tu me permets, c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on travaille énormément. Alors, je ne vous ai pas trop parlé de ça parce que c'est un sujet qui est très long concrètement, mais dans l'intégralité de ce qu'on propose, il y a une vraie démarche horizontale. Enfin, là, on est en train d'imaginer des formats de hackathon pour repenser le centre-ville par la population, dans une logique un peu de budget participatif. De toute façon, si on veut que la ville continue, il faut que les citoyens s'en emparent. Et les élus l'ont bien vu. Il y a un vrai sujet d'intégrer dans la décision publique le citoyen, l'administré. Dans le format Mon centre-ville, un incroyable commerce, pour ne pas le citer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous, notre plus grand sujet, c'est comment on va aller interpeller le citoyen et le faire venir, comment il va venir intégrer, collaborer, partager, voter dans le cadre de ce format.
Donc il y a un vote du public qui est fait sur les réseaux sociaux à destination des habitants. On fait la restitution finale du format en plein centre de la ville pour que les gens puissent venir regarder en fait et apprécier les nouvelles activités qui vont se mettre en place. Et on fait aussi pendant le format des enquêtes terrain où les gens vont à la rencontre des consommateurs qui vont donner leur avis sur les projets. C'est un des plus gros sujets aussi. Il faut que maintenant qu'on soit dans notre méthodologie, notre approche, on essaie de prototyper un peu les usages, prototyper des commerces, prototyper des nouvelles solutions, qu'elles soient innovantes ou pas. Ça passe par une vraie mobilisation citoyenne, c'est certain. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, je dirais, on est au bout du temps que nous avions imaginé consacrer à ce sujet-là. Je ne voudrais pas abuser du temps de personnes qui ont la gentillesse de nous écouter. Juste pour peut-être amener un élément de conclusion à ce qu'on a évoqué. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir entendu à la fois dans les prises de parole de James tout à l'heure, dans tous les mots-clés que vous avez évoqués dans le cadre de la table ronde, tout ce qui finalement avait présidé à notre implication en tant que pôle dans ces RRI, avec la question autour de la place du territoire dans la réflexion, autour de la place du numérique pour justement impulser un bouquet de services qui soit harmonieux et qui respecte les enjeux économiques, écologiques, sociétaux, etc. Ça me renforce dans l'idée qu'effectivement l'initiative de IDIH, de Digital Innovation Hub Sumiti, qu'évoquait Françoise tout à l'heure, a vraiment toute sa place dans l'éventail des outils que le pôle doit proposer à l'échelle de chacun des territoires, qui veut justement avoir cette vision très globale de la transformation des modèles et de la construction des différents bouquets de services. Et là, finalement, j'ai entendu ce matin des gens absolument passionnants qui ont toute leur place, je trouve, dans cette approche think tank, réflexion qu'il faudra forcément qu'on instaure dans le cadre de ce type de projet ou dans le cadre des projets futurs que le pôle pourra être amené à monter à des échelles plus focalisées finalement là-dedans. Donc, merci encore à tous les intervenants, merci encore à toutes les gens qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Et puis peut-être, Antoine, tu voudras conclure en nous mettant en visibilité d'autres types d'actions que le pôle et d'événements que le pôle va organiser dans les temps qui viennent. Oui, je vais me focaliser sur notamment les prochains événements que nous vous proposons jusqu'à Noël prochain. On aura, vous allez le voir, l'occasion de se retrouver pas mal de fois, si vous le souhaitez, au cours des jours et des semaines qui viennent. On n'est pas tout à fait dans un calendrier de l'Avent, mais presque, un rendez-vous par jour ou presque. On peut commencer par vous présenter le Tech for Good Tour que nous organisons demain à 10h. Alors évidemment, un Tech for Good Tour qui cette année sera virtuel. L'idée, c'est de partir à la rencontre de 4 lieux d'excellence et d'innovation dans le domaine de l'économie circulaire et de la résilience des territoires et qui sont tous basés en Seine-Saint-Denis. Donc ça va passer par une start-up qui s'appelle Les Alchimistes qui travaille sur de la valorisation de biodéchets, un espace Restore créé par le WOMA qui travaille sur la valorisation et le réusage de matériaux, un incubateur dédié à l'économie circulaire qui s'appelle le Comptoir et une école de design, Design Act, qui est vraiment focalisée sur les enjeux de résilience. Donc ça, c'est demain en visio à 10h. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers chacun de ces événements. La semaine prochaine, mardi 8 décembre, on se retrouve pour un R&D Corner à 10h. Le R&D Corner, c'est le rendez-vous mensuel de Cap Digital pour tous les labos, entreprises, start-up, grandes entreprises, collectivités qui souhaitent avoir une vue panoramique sur tous les appels à projets qui existent aujourd'hui à date, que ce soit au niveau régional, national ou européen, auxquels ils peuvent candidater et quelles sont les thématiques recherchées. Jeudi 10, on est partenaire d'un événement qui s'appelle les Green City Business, qui propose des rendez-vous d'affaires entre acteurs de
de l'innovation et de la ville durable. Ça se passe en ligne, mais c'est organisé notamment par la Cité Descartes et l'incubateur Descartes Développement. Et puis vous dire également que dans le cadre du programme New Shopping Experience proposé par Picom, qui est un programme d'open innovation et d'accélération de projets innovants dans le domaine du commerce, on organise une web série, ou en gros des webinaires de présentation des projets développés au cours de l'année par les lauréats, les entreprises innovantes qui ont été sélectionnées et qui ont suivi le programme NSE. Ça va être Follow the Market et Mobivia et la startup Meteor qui a travaillé avec ID Kids et Gémeaux dès demain à 9h. Ça va être la startup Miam qui a travaillé avec Cora et Machine avec Leroy Merlin le lundi 7 décembre à 9h. Mercredi 9 décembre à 9h toujours, MyTex qui a travaillé avec Kiabi et Nectar Studio qui a travaillé avec le retailer Point Vert. Et enfin, pour finir cette série de présentations, on se retrouvera le vendredi 11 décembre, toujours à 9h, avec SII qui a travaillé avec ID Kids et Gémeaux et Vecult qui a travaillé avec Pickwick Toys. Je vous mets tout de suite tous les liens vers les programmes et les inscriptions de chacun de ces événements dans le chat. Voilà ce que j'avais à vous dire. On est en train de travailler évidemment sur la programmation 2021. Je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, aux différentes newsletters de Picom et de Cap Digital pour retrouver toutes les informations et ne manquer aucun de nos prochains événements. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore pour votre participation. Merci à nos intervenants. Merci aussi à celles et ceux qui ont travaillé sur l'organisation de ce webinaire. Je pense notamment à Nadège, à Camille, à Yvon, à toute l'équipe des Hauts-de-France et des RRI qui étaient à nos côtés aujourd'hui pour s'assurer du bon déroulement de cet événement. Merci encore à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne journée. À très vite dans les airs ou dans les flux. Très bien. Bonne journée à tous. Au plaisir. Bonne journée, au revoir.